CPAM, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Une équipe de professionnels et de passionnés de la radio vous apporte le monde entier chez vous. Information, éducation, récréation, CJWI plus près de vous. Depuis Montréal, radiounion.com, la voix des communautés culturelles au Québec. CPAM. Maison AM. Exactement, 17h35. Nous avons avec nous un visuel, Miloud Chinoufi. Il est chercheur, membre de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de la chaire de recherche Raoul Dandurand. Il est également directeur des études supérieures au Collège des forces canadiennes. Bon après-midi, Monsieur Chinoufi. Bonjour à vous. Ça va bien, Monsieur Chinoufi? Ça va, je vous remercie, un peu froidement. Ah, un peu froidement, hein? Monsieur Chinoufi, c'est quand même la première journée d'une pause dans cette guerre. Comment vous voyez la suite des choses? Parce qu'il y a des échanges de prisonniers entre les deux. Comment on voit la suite? Parce que Benjamin Netanyahu, comme Premier ministre, dit qu'il va continuer cette guerre après la pause, mais on suppose qu'il va y avoir encore d'autres surprises à venir. En fait, la première des choses à dire, c'est qu'on peut déjà se réjouir qu'il y ait des otages libérés et que des prisonniers palestiniens qui ne sont pas moins otages soient autorisés à quitter les geôles israéliennes. Donc de ce point de vue-là, c'est positif, ou c'est un rayon de lumière dans une obscurité totale. Maintenant, pour la suite, vous avez raison de dire que l'intention de M. Netanyahou est de poursuivre la guerre. La guerre est dans son intérêt politique personnel. Maintenant, si vous suivez un peu ce qui se dit en Israël même, un de ses ministres a déclaré qu'il était possible d'étendre la trêve jusqu'à une dizaine de jours, poursuivre les négociations et voir s'il n'est pas possible de libérer plus d'otages en échange de plus de Palestiniens libérés. Et le fait qu'un ministre ne dise pas exactement la même chose que ce que son Premier ministre dit témoigne en fait d'une tension qui existe au sein du gouvernement israélien. Et cela ne signifie pas que l'option préférée de Netanyahou, qui est celle de la poursuite de la guerre, ne va pas prévaloir. Nous pouvons également dire que ce qui va se poursuivre, c'est un peu une pression de la part des États-Unis qui ont participé indirectement à la médiation qui a conduit à la libération des otages en appuyant le Qatar. Eh bien, les Américains aujourd'hui savent, et Biden en particulier, savent très bien que 68% de l'opinion publique américaine veut un cessez-le-feu. Pas uniquement une trêve ou une pause, mais un cessez-le-feu. Ouais. Et vous avez aussi les sondages, je terminerai avec ce point, les sondages qui récemment ont donné Donald Trump victorieux dans tous les scénarios face à Biden. Et cela s'explique, selon les sondeurs, par le fait que le vote des jeunes a abandonné Biden pour une raison très précise, qui est celle de la position de leur président à l'égard du conflit au Moyen-Orient. Voilà à peu près les choses qui vont se poursuivre après la fin de la pause. Ouais. Mais dans cette négociation-là, quand même, c'est bizarre que les États-Unis
déclare qu'on considère le Hamas comme un groupe terroriste. Oui. Et Israël, la même chose, l'Union européenne, la même chose. Mais dans cette négociation, il y a eu plusieurs acteurs. À tout le moins, nous allons dire que le Hamas était représenté dans cette négociation. Si on ne négocie pas directement avec le Hamas, on a négocié et consciemment, indirectement avec le Hamas, non? Et ce n'est pas nouveau. Vous savez, ce n'est pas nouveau du tout. Hein. Je veux dire, c'est la raison pour laquelle le terrorisme en tant qu'acte, il peut être analytiquement identifié, analysé, jugé, si vous voulez. Mais le terme, quand il est utilisé sur des organisations, il a une charge politique beaucoup plus qu'autre chose. Et c'est ce qui explique que celui qu'on considère comme terroriste, on finit par négocier avec. Et en fait, l'histoire nous apprend que certains qui ont été qualifiés de terroristes sont devenus par la suite des héros à qui on a accordé des prix Nobel de la paix. Vous savez, il fut un temps où l'un des plus grands hommes d'État du XXe siècle, Nelson Mandela, avait été traité comme étant un terroriste. Yasser Arafat, qui, du côté palestinien, a engagé le processus de paix dans les années 90, avait été qualifié de terroriste dans le passé. Les Palestiniens eux-mêmes qualifient certains leaders israéliens et certains groupes israéliens de terroristes. C'est la raison pour laquelle, d'un point de vue analytique, c'est un terme qui n'a pas beaucoup de poids. Et le fait est qu'on ne négocie pas avec ses amis. Vous savez, avec ses amis, on discute, on dialogue. On négocie toujours avec celui qu'on considère son ennemi. Vous savez, les Israéliens ne reconnaissent pas plus Hamas que Hamas ne les reconnaît comme entité légitime. Mais parfois, c'est la réalité politique qui vous impose de vous asseoir à la table des négociations. Et comme vous l'avez dit, parce que quelquefois, Benjamin Netanyahou est difficile à cerner. C'est un homme arrogant, sauf sous la présidence de Obama, qui lui avait dit s'il voulait aller en guerre, il s'en irait seul en guerre. Et à ce moment-là, on a vu qu'il a fait preuve de réticence, il n'est pas allé en guerre. Mais avec ce président américain, on ne sait pas trop si c'est Benjamin Netanyahou qui a le lead de cette guerre ou si c'est les États-Unis. Toujours est-il, moi je peux comprendre, lorsqu'on vous aide, vous êtes en mesure de faire un retour d'ascenseur à celui qui s'est mis dans le trouble pour vous. Et dans ce sens-là, est-ce qu'on ne peut pas envisager effectivement une amélioration de la situation? D'ailleurs, le président américain parle librement et de plus en plus d'une solution à deux États. En fait, regardez, Biden, quand vous envisagez sa carrière politique, il a toujours été d'un soutien inconditionnel à Israël. C'est un homme qui n'a jamais condamné quoi que ce soit qui soit fait par Israël. C'est sa conviction profonde. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il perd politiquement. Puis vous savez, un homme politique ou une femme politique a toujours deux choses dans l'esprit. D'une part, ses convictions profondes, et d'autre part, les sondages pour les prochaines élections. Et les sondages pour les prochaines élections ne sont pas bons pour Biden, et c'est ce qui peut l'amener à faire de manière très timide une pression sur Israël. Le problème, c'est qu'il doit tenir compte d'un autre facteur de l'équation. Et cet autre facteur est que dans son propre camp, il va y avoir des gens qui vont le critiquer de mettre la moindre pression sur Israël. Parce que voyez-vous, il y a une sorte de consensus bipartisan aux États-Unis dans lequel tout ce que fait Israël ne peut pas être critiqué et doit être accepté comme étant la bonne chose à faire. Bien sûr, l'envers de la médaille ici, c'est que les Palestiniens sont automatiquement déshumanisés. Mais voilà, donc il ne faut pas s'attendre à une pression énorme de la part du président Biden sur Netanyahou. Et Netanyahou le sait. Il le sait et il agira en conséquence. Et il fera de son mieux pour faire durer
cette guerre le plus longtemps possible parce que, encore une fois, son avenir politique en dépend. Ouais. Ça ne veut absolument pas dire que ceux qui veulent l'évincer du poste de Premier ministre vont être plus charitables à l'égard des Palestiniens ou vont reconnaître leur droit tout à fait légitime à l'autodétermination. Mais enfin, c'est le jeu politique actuel en Israël où, effectivement, Netanyahou joue son avenir. Mais est-ce qu'on peut croire que ceux de ces autorités mondiales qui ont ce pouvoir-là extrêmement fort, n'est-ce pas, comme les Américains, qui tiennent, et on a vu le chef de la diplomatie aussi continue à marteler la solution à deux États. Si Israël veut vivre dans un état de paix, n'est-ce pas, il faut consentir qu'il y ait un pays qui s'appelle la Palestine, n'est-ce pas, officiellement. Alors, est-ce que c'est une rhétorique galvaudée comme par le passé, ou est-ce qu'on est véritablement cette guerre-là a pour vertu, si on peut se prononcer de cette manière-là, d'avoir remis la question de l'État palestinien vraiment sur la carte monde? Oui, malheureusement, vous avez vraiment raison de dire malheureusement, parce que ça se fait au prix de une bonne quinzaine de milliers de victimes, avec 14 000 du côté palestinien, un peu plus de 1000 du côté israélien, une destruction apocalyptique de Gaza et une souffrance terrible de ceux qui sont encore en vie et qui sont toujours sur place. Maintenant, la solution à deux États, c'est ce que les Palestiniens ont accepté en 1988 par la reconnaissance de l'État d'Israël par l'Organisation de libération de la Palestine. Même le Hamas, en 2017, ils ont dit qu'ils peuvent vivre avec la solution des deux États et les frontières de 1967. Donc, c'est la solution la plus pratique aujourd'hui, même si la solution la plus humaine, la plus civilisée serait un État démocratique, binational, multiculturel, etc. Mais on est bien loin de cette possibilité. Donc, les deux États, c'est la solution la plus pratique. Maintenant, c'est vrai, les États-Unis, comme tous les pays du monde et comme tous les pays occidentaux qui soutiennent de manière inconditionnelle Israël, disent aussi officiellement que la solution, ce sont les deux États. Mais voyez-vous, ils n'exercent absolument aucune pression. Ils ne font suivre ce discours par aucune action qui amènerait justement les Israéliens et les Palestiniens à s'asseoir autour d'une table pour négocier cette solution-là. Et malheureusement, depuis la chute ou l'effondrement du processus de paix après l'assassinat de Rabin en 1995, eh bien, les Américains ne cessent pas de dire ça, mais ils ne font absolument rien du tout pour que des négociations aient lieu. Vous savez que s'il y a eu des négociations entre Israéliens et Palestiniens dans les années 90, c'est tout simplement parce que le président George Bush père, qui était convaincu de l'importance que ce conflit soit réglé, il trouvait ça que c'était dans l'intérêt des États-Unis, eh bien, il avait clairement fait pression sur le gouvernement israélien. À l'époque, c'était le gouvernement dirigé par Shamir, et cette pression-là a conduit à la perte des élections par Shamir et l'arrivée au pouvoir de quelqu'un qui partageait le même point de vue que Bush Senior, qui était donc le Premier ministre Rabin. Mais sans la pression des Américains, les Israéliens ne se sont pas du tout obligés d'aller négocier ou de reconnaître les Palestiniens. On tente avec les derniers jours le pilonnage du territoire de Gaza à faire la démonstration que le Hamas est véritablement un groupe terroriste en utilisant même les hôpitaux comme des lieux de cachette d'armes et de bandits, n'est-ce pas? Est-ce que cette démonstration, avec les images israéliennes, avec les images aussi du Hamas qui ont été publiées dans les médias sociaux, est-ce que cette démonstration est faite à la satisfaction de tous? Par ma connaissance, je veux dire, les prétentions
qui considérait que les hôpitaux servaient de base pour les combattants ou servaient d'état-major pour le Hamas. Ça, c'est dans le cas spécifique de l'hôpital El-Shifa. Je veux dire, si les preuves étaient irréfutables, vous imaginez bien qu'ils seraient dans tous les médias du monde. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement parce qu'elles sont trop faibles pour justifier le pilonnage d'un hôpital ou les attaques contre un camp de réfugiés ou même la destruction des bâtiments et des habitations. Hein, vous comprenez? Donc cette preuve-là n'a absolument pas été faite. La réaction extrêmement brutale d'Israël correspond à une matrice qui considère que toujours plus de force est le seul langage qu'on peut avoir avec les Palestiniens si l'objectif est d'aboutir, comme l'a dit, je crois, un général israélien dans le passé, si l'objectif est que les Palestiniens se mettent à se définir eux-mêmes comme un peuple vaincu. Donc l'idée est de toujours faire une surenchère dans la violence. Et bien entendu, on essaye donc les rhétoriques selon lesquelles c'est la faute de celui que je tue si je le tue. Vous comprenez? Ouais. Et ça, c'est très problématique. Maintenant, un point est important. Généralement, cette stratégie-là, ici en l'occurrence celle d'Israël, est de toujours ensuite compter sur les médias pour amplifier ce récit narratif. La différence avec cette fois-ci, c'est que vous avez les médias sociaux qui ont fait une sérieuse concurrence aux médias traditionnels, qui font en sorte que ce récit narratif n'a pas gagné, si vous voulez, la partie comme il a pu la gagner dans les guerres de 73, de 67, ou même après l'invasion du Liban en 82, etc. Ouais, et ça fait toute la différence, effectivement. Professeur, je vous remercie d'avoir pris du temps. Miloud Chenoufi, chercheur, membre de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de la chaire de recherche Raoul Dandurand et également directeur des études supérieures au Collège des forces canadiennes. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler en espérant qu'on se reparle. Mais entre-temps, je vous souhaite de passer un excellent week-end, professeur. Toujours un plaisir. Bon week-end à vous aussi. Au revoir. Merci. Au revoir.